Mesdames et messieurs, bonjour et tout d'abord un grand merci d'être venu à cette réunion et d'avoir répondu présent à l'invitation lancée par M. Philippe de Villiers. Alors vous ne me connaissez pas, ou peut-être certains d'entre vous me connaissent de nom, mais je vais jouer le rôle en quelque sorte de chauffeur de salle. Chauffeur de salle, c'est-à-dire vous rappeler justement pourquoi nous sommes là et pourquoi cette réunion peut devenir vitale pour la France et le point de départ d'un plan de sauvetage. Car oui, mesdames et messieurs, vous le savez, nous en sommes là si en 2027, la même caste, la même idéologie, la même dictature idéologique garde le contrôle de notre France, ça sera fini. Nous ne pourrons plus retourner la situation. C'est pourquoi nous avons conclu avec M. de Villiers que la seule chance, c'était de tenter quelque chose d'imprévu par le système. À savoir, arrêter d'être la droite la plus bête du monde et enfin construire cette union des droites que la majorité des électeurs attendent autour d'un programme commun et un programme bien sûr impliquant ou incluant plutôt un Big Bang institutionnel. Et surtout, au niveau de l'état d'esprit, ne pas penser au qui, mais penser d'abord au quoi. Construire un quoi ensemble, et le qui, nous le désignerons le plus tard possible. Alors je sais, ça peut choquer certains d'entre vous qui ont déjà prévu leur candidature, mais en entretien, si j'ose dire, individuel, public, je vais tenter, M. de Villiers fera le reste, de vous faire comprendre que vous avez, même dans cette opération, même les candidats potentiels parmi vous, ont tout intérêt à cette opération. Merci. Alors, avant de passer justement aux entretiens individuels, quelques mots que j'ai à dire à chacun d'entre vous, je voudrais quand même vous rappeler une chose essentielle. Vous êtes tous ici à l'abri du besoin, si j'ose dire. Vous ne jouez pas votre vie, vous ne jouez pas votre carrière, vous devriez n'avoir en tête que de laisser une trace, une marque dans l'histoire. Cette équipe qui a oublié ses intérêts personnels, qui a oublié ses intérêts de boutique, qui a oublié ses intérêts carriéristes, on va dire, ou même égotiques, et ces gens qui ont su se regrouper sur le seul point commun que vous avez tous ici. Certains des électeurs, bien sûr, ont des préférences, un tel, bon, ok. Mais je le dis souvent, vous avez tous un point commun qui vous regroupe largement. L'amour de la France. Donc si vous partez de ce principe, en vous extrayant psychologiquement, si j'ose dire, de votre, je répète, carrière, de votre parti, et juste en gardant vos qualités humaines, patriotiques, et vos compétences évidemment, eh bien, s'il n'y avait pas cette place en ligne de mire, cette place de président, vous comprendriez que vous êtes obligés maintenant. Les électeurs de droite élargie, sont hyper majoritaires à vouloir une union, une équipe de France. Ce que je veux dire, c'est que vous êtes obligés maintenant d'oublier vos conflits passés, même vos petites trahisons, Marion. Vous êtes obligés. C'est pour la France. Vous devez passer largement au-dessus. Et si vous passez au-dessus, eh bien vous comprendrez, j'espère, au futur, que nous avons, grâce à vous, des gens, je le répète, compétents, qui ont l'amour, la France au cœur, on va dire, et qui pourraient former une véritable équipe de gouvernement. Toujours, c'est la base, en enlevant toutes ces ambitions personnelles. Partant de là, eh bien, je vais vous parler un par un, et vous faire comprendre, je sais que vous le savez au fond, il n'y a pas besoin de moi, que cette opération est l'objectif et la victoire potentielle qui signifiera, je répète, le sauvetage de la France, vaut bien plus que tous vos militants, toutes vos adhésions, toutes vos subventions, vos carrières de politiciens. Là, vous deviendriez les acteurs de la libération. Nous, on a voté Brexit, mais en fait, il aurait valu voter pour le package entier. Donc, je vais commencer par exemple par Florian Philippot. Florian Philippot, je suppose, Florian, que vous voulez vous présenter. Vous n'aurez pas les 500 signatures, vous le savez très bien.
Mais vous avez néanmoins construit en partie d'ailleurs grâce à la Covid, vous avez su saisir la balle au bond des anti-vax, puisque, je vous le rappelle, Florian, votre parti pesait 3 000 ou 4 000 adhérents maximum avant la Covid, et aujourd'hui il est à 35 000 ou 40 000, je ne sais pas. Donc c'est une belle réussite qui n'a pas été faite sur des propositions politiques, qui a été faite, on va dire, sur une position de grand dissident anti-vax. Pas anti-vax, ceci dit, je suis comme vous, je ne suis pas anti-vax. J'ai été personnellement contre ce vaccin. Et ensuite du commentaire de l'actualité. Vous, comme tous ceux qui sont ici, n'ont pas vraiment travaillé sur la construction d'une solution en tenant compte de la dérive de la Ve République. Ça s'adresse à vous tous. Donc Florian, rentrer dans cette équipe, faire des petites concessions programmatiques, parce qu'évidemment, vous l'avez compris, l'objectif est de construire un programme commun. Petites concessions programmatiques, etc. D'abord, ça sera plus efficace pour la France, et ça ne nuira en rien, je dis bien en rien, à votre petit parti, enfin à votre gros parti, les Patriotes. Puisque l'idée est de monter ce réceptacle, cette nouvelle structure, sans président, sans candidat déclaré, et juste pour one shot, la présidentielle. Ce qui veut dire que tout ce que nous allons vous expliquer, tout ce que nous essayons de construire avec M. De Villiers, ne remet pas en cause vos partis politiques. On n'a jamais demandé de « allez, sortez des partis, videz, supprimez les partis et venez dans une équipe fantasmatique ». Non. C'est une union, une équipe de France pour gagner la Coupe du Monde. Ce qui veut dire que vos clubs, vos partis, Paris, Marseille, PSG, ça reste, pas de problème. Donc Florian, aujourd'hui, il faudrait être fou pour... c'est quoi la pub déjà? Il faudrait être fou pour refuser de rentrer dans cette équipe. Parce que Florian, comme tout le monde, ça s'adresse aussi à tout le monde, ceux qui vont refuser parmi vous seront hyper minoritaires. Et seront montrés du doigt au niveau de tout l'électorat de droite comme ceux qui ont refusé l'union pour leur carrière, pour leur parti, pour leur boutique. Et je ne crois pas que ça va vous apporter des voix, je crois que ça sera votre mort politique. Le Front National, aujourd'hui, en tout cas les derniers mois où j'y étais, d'ailleurs on m'a mis pour cela dehors et je suis parti pour cela, n'est plus audible sur rien parce qu'il ne sait plus ce qu'il pense sur rien. Donc, notamment sur la souveraineté nationale, sur l'Union européenne, ils sont complètement perdus et ils renvoient à chaque fois à un « on verra ». Bon, bah écoutez, moi je crois qu'on ne peut pas dire « on verra » aux Français. C'est ça votre espace politique, c'est de prendre la place du Front National et d'essayer de vous faire une petite place entre ce qui va rester du Front National et les Républicains. Ah non, pas du tout. Moi, je ne raisonne pas du tout comme cela. Moi, je m'adresse dans un grand rassemblement des Français qui viennent de la droite ou de la gauche, dans un projet très républicain et qui soit très clair, très tourné vers l'avenir. Et moi, je ne veux pas du tout remplacer quiconque. Je pense qu'aujourd'hui, le patriotisme français, qui suppose une France libre, indépendante, une France qui soit belle, qui soit grande, qui respecte aussi son modèle social, ce patriotisme, il peut être moderne et rassembleur. Et il peut être professionnel, crédible. C'est exactement ce que nous construisons, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de véritable opposition face au rouleau compresseur Macron. Il n'y en a pas. Mais avec qui, Florent Philippot, parce que... Allez-y. Non, je dis, on a beaucoup de déprimés. Enfin, Mélenchon est déprimé, le Front National est devenu inaudible et incohérent. Je pense que nous les patriotes, l'ambition d'être le pivot central de cette opposition et en même temps de cette alternative à la politique mondialiste, européiste, ultralibérale de Macron. Est-ce que vous n'êtes pas trop sur cette ligne? Nicolas Dupont-Aignan a lancé une plateforme, Les Amoureux de la France, qui est destinée à faire l'union des droites. Est-ce qu'il n'est pas en train de marcher sur vos plates-bandes? Je ne suis pas favorable à l'union des droites, je suis favorable au rassemblement des patriotes. Et je pense qu'il y a des patriotes Marine Le Pen. Aussi à gauche, et qu'il y a des patriotes à droite, à gauche. Et vous avez vu d'ailleurs, c'est un sondage qui l'a démontré hier, mais on le sent tous simplement en discutant avec les gens, il y a de plus en plus de Français qui se déclarent ni à gauche, ni au centre, ni à droite. Voilà. Il y en a même beaucoup plus maintenant qui sont sur ce positionnement que se déclarant à gauche ou se déclarant à droite. Et évidemment, parce que ce clivage, il est fini. Macron ne s'est pas fait élire à gauche ou à droite. Il s'est fait élire sur l'idée que la France était quand même terminée. Donc Nicolas il faut la remplacer partout par l'Europe sur la défense,
sur l'économie, sur l'immigration. Nicolas Dupont-Aignan, c'est pas un allié potentiel. Nicolas Dupont-Aignan, il faut discuter avec lui, bien Vous sûr. discutez avec lui ? On a des points de convergence et de divergence. Oui, on a déjà, bien sûr qu'on a discuté, mais c'est important de discuter, mais aussi avec tous ceux qui se disent encore gaullistes, qui peuvent être républicains, tous ceux qui sont patriotes et qui sont peut-être encore dans des mouvements de gauche ou qui sont récemment déçus par la France insoumise. Il faut discuter avec tous ces Français. C'est comme cela qu'on aura une majorité. Il faut être sérieux. Si vous voulez, il faut un projet sérieux et crédible, parce que sinon Macron gagnera à tous les coups si on est comme ça dans l'incantation ou pas dans le sérieux comme le sont. Parce que maintenant c'est Guillaume Meurice. Accrochez-vous. Oui, je vais vous parler de l'union des droites aujourd'hui. Non, pas Giscard. Calme-toi, Daniel, ça va bien se passer. moi. Et tu veux que je te L'union des- dise, Ah. quand même, une petite parenthèse. Prenons Ce que le je dois temps. à Monsieur Giscard d'Estaing, c'est d'avoir été viré de la télé Bah oui. Bah ouais, c'est ça. Maintenant, vous avez du temps libre. et d'être né à Chamalières. C'est vrai, big up à ceux qui nous écoutent là-bas. Union des droites entre les Républicains et le Front National, qu'on appelle aujourd'hui le Rassemblement National. Parce que je vous rappelle que quand on ne peut pas changer d'idée, on change les mots. Par exemple, on ne dit pas « je suis un être insipide au service de ma propre lâcheté », on dit « je suis… » François de Rugy. Pragmatique, Charline, pragmatique, mais c'était pas loin quand même. Et ces droites se sont unies à l'occasion du début de campagne pour l'élection des jeunes Les Républicains à un meeting d'Éric Tegner. Éric qu'on connaît puisque c'était le leader, je vous jure, c'est pas une blague, des jeunes avec Calmels. Oui, c'est Voilà, vrai. pourquoi s'emmerder et écrire des blagues, hein, la réalité est beaucoup plus drôle. Alors évidemment, j'étais à ce meeting, hein, hors de question de rater ça, c'est un petit peu Noël avant l'heure. Alors quand je dis union des droites, il n'y avait pas seulement le Rassemblement National, mais aussi Nicolas Dupont-Aignan et bien entendu ses jeunes fans. J'aime bien son honnêteté, vraiment, c'est tout. Ouais. Son honnêteté, je sens que c'est un mec sincère. Est-ce qu'il est sincère dans son retournement de veste? C'est-à-dire, Quand il rejoint Marine Le Pen entre les deux tours de l'élection, par exemple. mais c'est pas un retournement de veste, ça. Il a quand même vachement critiqué Marine Le Pen au tout début de la campagne, quand même. Mais à l'époque, je m'intéressais pas à ça. Ah, voilà. Donc je découvre. Donc maintenant que je vous le dis, vous êtes déçu ou pas? Non. Bon, c'est bien comme ça. Je l'aime pour son honnêteté, mais s'il est malhonnête, je m'en tape. Le fan club de Richard Ferrand approuve ce message. Et puisqu'on parle de malhonnêteté, c'est vrai qu'un meeting de droite, ça ressemble quand même pas mal au salon du casier judiciaire. Et figurez-vous que j'ai rencontré Charles Millon, je sais pas si vous vous souvenez, bien qu'on sûr. appelait à l'époque le Millon, depuis qu'il avait été condamné pour prise illégale d'intérêt. Et Charles, c'est un avant-gardiste dans le domaine de l'union des droites, puisqu'il avait été élu grâce aux voix du FN il y a quelques années en région Rhône-Alpes. Et là, évidemment, il soutient Éric corps et âme. Je ne cherche pas des adhérents, je cherche des personnes qui défendent des convictions communes. Et quelle est votre proposition préférée dans le programme d'Éric? Oh, mais ça, non, mais je ne peux pas vous dire, parce que d'abord, je ne connais pas assez bien son programme. Ah bah mince alors. Non, mais je partage son faisceau de convictions, je ne vais pas faire une analyse. C'est au niveau du faisceau alors plus. Il n'y en a pas une qui vous vient à l'esprit. Je crois que vous n'avez toujours pas compris ce que j'ai dit. Si, j'ai pigé Charlie. T'as pas lu le programme, t'as juste dit tiens, il y a des petits fours et des réacs. J'en suis. Et il y avait des réacs assumés. Je vous dis, il y avait Paul-Marie Couteau. C'est vraiment une des figures de la droite conservatrice. Mais bon, là, le problème, c'est qu'il est plus tout jeune. Disons qu'un 400 mètres haie entre lui et Gérard Collomb, il y a suspense. Voilà. Enfin, on sait que l'arrivée est prévue dans 3 mois, mais on ne sait pas qui va gagner. Parle pas trop d'âge quand Alors, même. oui, pardon, Daniel. J'aimerais éviter de perdre le moral. On fera un 400 mètres haie à vous trois, on verra. Alors, Paul-Marie, évidemment, il est pour l'union des droites. Hein. Je pense que les générations futures nous traiteraient vraiment d'imbéciles si on continuait à s'invectiver d'un parti de droite à un parti de gauche, alors que quand on d'un parti de droite à l'autre, pardon. C'est un bon lapsus. Non, parce que si la droite n'est pas elle-même, c'est qu'elle a été colonisée intellectuellement par la gauche. C'est vrai? Oui, mais le progressisme, je suis désolé, c'est une valeur de gauche. Le progressisme infernal a été repris tel quel et est repris en grande partie par des gens de droite qui n'arrivent Qui, pas. par exemple? Bon, écoutez, je pense à la présidente de l'Île-de-France. Oh putain, Valou, j'en étais sûr. là 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 là. Pécresse la gauchiasse. Je l'ai vu mettre des bouts de merguez sur ses blinis. Je suis sûr qu'elle a au moins un de ses domestiques qui est pas sans papier, ça me dégoûte. Continuons avec Paul-Marie. Quelles sont encore les valeurs de gauche reprises par la droite? L'égalitarisme, la liberté infernale qui devient un libertarisme, tout ça, ça a été repris par une partie de la gauche, de la droite. Et ce qu'il faut- Vous voyez, vous avez du mal à vous y faire. Hein. Oui, parce qu'il y a c'est bien ce que je dis. Il y a C'est compliqué, hein. Confusion intellectuelle, confusion presque mentale. Ouais, confusion mentale hein, depuis pas mal d'années chez Paul-Marie, qui a commencé socialiste quand même, pour finir chez De Villiers en passant par Fillon en 2017, qu'il a soutenu. Enfin voilà, il est souple, hein, il a les adducteurs solides. Il aime les voyages. Il aime les voyages, pourquoi pas, après tout. Hein. D'ailleurs, attends, il a bossé avec Fillon. Est-ce qu'il a des nouvelles de Fillon? Moi, je crois qu'il va très bien. Si j'en ai, indirectement, je crois qu'il va très bien. Il va bien? On peut vivre sans politique, vous savez. Il va rendre l'argent ou pas?
Enfin, c'est l'homme de la Terre le plus honnête. Enfin. François Fillon? Oui, oui. Ah bah mince, alors ça c'est un scoop. Ah oui, c'est un scoop. Ah bah putain, c'est un putain de... Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je voudrais aujourd'hui faire acte de citoyenneté responsable et d'actualité en vous présentant ce qui est en train d'apparaître, c'est-à-dire le programme présenté par le Rassemblement national avec son alliance avec une partie des Républicains, et puis le programme qui vient d'être publié par le Nouveau Front populaire, où il y a à peu près toutes les forces de gauche et d'extrême gauche qui se sont alliés dans ce programme. Alors, je voudrais regarder ça avec vous rapidement, parce que c'est encore les prémices. Peut-être que ce ne sont pas les documents tout à fait définitifs, mais il y a quand même déjà énormément de choses à en tirer comme enseignement. La première chose, c'est, je vais commencer par ce qui est le plus rapidement fait, c'est-à-dire examiner le programme proposé pour ces législatives 2024 anticipées par le Rassemblement national, dont on comprend que ça va également engager les quelques 70 députés de la faction chiotiste des Républicains qui a rallié le Rassemblement national. Alors regardez un peu le document qui a été publié, qui va être, si j'ai bien compris, au verso de toutes les professions de foi, de toutes les circulaires électorales de leurs candidats. Je suppose qu'à l'avers, il y aura la photo du candidat avec son nom et son suppléant. Et au revers, il y aura ce texte-là que je vous invite à regarder avec moi. En fait, il y a 8 promesses électorales qui sont faites par le RN. Regardons-les ensemble. Première promesse, il faut élire une majorité de députés RN à l'Assemblée nationale. Premièrement, pour soutenir le pouvoir d'achat. En précision, c'est baisser les factures d'électricité et réduire la TVA sur le gaz, le fioul et les carburants. Très bien, enfin pourquoi pas? Pourquoi pas faire ça? Parce qu'effectivement, le prix en gros de l'énergie a augmenté considérablement. Pourquoi ne pas faire ça, effectivement? Sauf que d'abord, la baisse sur le TVA, ça ne se fait pas comme ça. Il faut demander l'autorisation des institutions européennes pour baisser la TVA. Et puis surtout, et ça n'est pas chiffré du tout. C'est-à-dire que ça peut coûter des milliards, en fait, cette histoire. Et donc, ça aurait été bien éventuellement de chiffrer, de savoir dans quel cadre ça va se compenser. Puisque par ailleurs, je rappelle que le Rassemblement national et M. Ciotti et ses épigones ont décidé de rester dans l'Union européenne, dans l'euro. Donc ils sont obligés de respecter les engagements qui ont été pris vis-à-vis et de la Banque centrale européenne et de la Commission européenne, notamment quant à la réduction des déficits. Donc là, on ne sait pas. Je note en particulier qu'il n'est pas question, en revanche, de sortir du marché européen de l'électricité, par exemple. Le point numéro 2. Pour remettre la France en ordre, mettre fin au laxisme judiciaire à l'égard des délinquants et des criminels. Alors ça, excusez-moi, mais ça ne veut rien dire. C'est un slogan. Je suis absolument certain qu'on peut reprendre les professions de foi du Front National depuis sa création en 1972, mais aussi d'ailleurs du RPR, mais aussi des partis considérés comme de droite. On trouvera toujours la même chose. Mettre fin au laxisme judiciaire, mettre les délinquants en prison, bon, enfin, rien de nouveau sous le soleil. Ça n'a strictement aucun intérêt, en fait, cette mesure, si ce n'est que de faire un slogan. C'eût été très différent s'il y avait une précision sur les mesures qui vont être prises. En quoi ça va différer de ce qui était auparavant? Est-ce qu'il va y avoir des objectifs chiffrés, quantitatifs? Est-ce qu'il va y avoir des réflexions sur les peines planchées? Comment ces peines planchées, par exemple, vont-elles s'articuler avec les contraintes de la Cour européenne des droits de l'homme, par exemple? On ne sait pas. Mais là, on est dans un flou complet. Troisième point, pour stopper la submersion migratoire, alors réduire drastiquement l'immigration légale et illégale et expulser les délinquants étrangers. Alors, réduire drastiquement, c'est un adverbe qui veut dire beaucoup, de façon très importante, mais ça n'est pas chiffré. Et réduire drastiquement l'immigration légale et illégale,
Bon, très bien, c'est un objectif dont on peut comprendre qu'il correspond à ce que dit le Front National depuis des décennies, il faut le reconnaître. Mais ce que je note, c'est que là, il est question de l'immigration légale. Alors qu'au cours des semaines pendant la campagne pour les européennes, il n'était question que de l'immigration illégale. Il est vrai que vous m'avez sans doute entendu dans ces discours, souvent j'ai mentionné le fait que la Commission européenne avait distingué l'immigration légale qu'elle entendait favoriser, et favoriser jusqu'à ce qu'elle atteigne 4 millions de nouveaux migrants par an en Union européenne. Elle entendait distinguer cela de l'immigration illégale qu'elle combattait, laquelle ne représentait en 2022 que 10% de l'immigration totale, puisque sur les 3 850 000 migrants qui sont arrivés en Union européenne en 2022, 3 500 000 sont arrivés de façon légale et 350 000 de façon illégale. Alors là, M. Bardella, le Rassemblement national, prennent l'engagement donc de lutter contre l'un et l'autre. Mais le problème, c'est qu'ils vont faire comment ? Ils vont faire comment dans la mesure où ils restent dans l'Union européenne, ils restent dans Schengen, et ils restent et donc ils obéissent en fait aux injonctions de la commissaire européenne chargée des affaires intérieures, qui va changer puisque la Commission européenne va changer parallèlement au nouveau Parlement européen. Donc on ne sait pas qui va succéder à Madame Ylva Johansson, la commissaire suédoise chargée des affaires intérieures. Mais ce qui ne va pas changer en revanche, ce sont les articles des traités, notamment les articles 67, 77 et 78 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et qui prévoient notamment l'absence de contrôle aux frontières intérieures, à l'intérieur de l'espace européen, le marché unique dans lequel il y a la totale liberté de circulation des personnes et des biens. De la même façon qu'il n'est pas précisé comment il va se passer. Ça va se passer lorsque pour venir en Union européenne, et à partir du moment où des étrangers viennent en Union européenne avec un titre de séjour légal, je ne sais pas, mettons par exemple en Allemagne, rien n'empêche ensuite les migrants légaux en question de venir s'installer en France, par exemple, pour y bénéficier éventuellement de meilleures prestations sociales. Alors là, on est vraiment dans le domaine de la très très grande généralité. On ne sait pas exactement ce qui va se passer et surtout on ne sait pas comment ceci est rendu possible avec notre appartenance à l'Union européenne et la nécessité d'obéir aux injonctions venues de Bruxelles. Le point numéro 4, pour soutenir notre agriculture, développer des circuits courts et lutter contre la concurrence déloyale. Bon. Là aussi, c'est vraiment le minimum. Enfin, développer des circuits courts, lutter contre la concurrence déloyale. On aurait très bien pu trouver cette formulation sur les tracts de Renaissance, de Macron, voilà, ou sur les tracts de la plupart des partis politiques, ça ne mange pas de pain. Lutter contre la concurrence déloyale. Bon. Donc, bien entendu, ce qui eût été important, c'est que le Rassemblement national dise, par exemple, qu'il comptait introduire un protectionnisme éventuellement évolutif au cours de l'année pour protéger les productions agricoles françaises dans telle et telle spécialité. Ça n'a pas été mentionné. Il est vrai que c'eût été interdit par les traités européens, mais enfin, ils ne sont pas après. De la même façon qu'il n'est pas précisé comment on va faire en sorte d'avoir une agriculture qui soit plus protectrice des petites exploitations agricoles familiales et non pas une agriculture qui sauve en permanence, qui promeut en permanence le big business agricole, notamment les articles 38 et 39 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui précise que la politique agricole commune a pour objectif de développer la productivité de l'agriculture. Donc on n'en saura pas davantage sur ce point. Le numéro 5, il s'agit de donner la priorité à la santé, réduire les déserts médicaux, soutenir l'hôpital public et sécuriser l'approvisionnement des médicaments. Là aussi, il était extraordinairement difficile de faire quelque chose de plus inodore, sans saveur et généraliste. Réduire les déserts médicaux, très bien, tout le monde veut réduire les déserts médicaux, c'est-à-dire avoir des médecins qui aillent s'installer à la campagne. Mais ça, c'est l'objectif, tout le monde ne peut qu'être d'accord là-dessus. Le problème, c'est comment on fait. Quels sont les moyens qui sont mis derrière.
de la même façon que le soutien à l'hôpital public, bon, c'est très gentil de dire ça, mais quels sont les fonds qui vont être mis en œuvre pour soutenir l'hôpital public? Pourquoi est-ce que l'hôpital public est dans la situation telle qu'elle est? C'est bien parce que, au niveau de l'État, on doit obéir aux injonctions venant de Bruxelles et de la Banque centrale européenne de réduire les déficits budgétaires, et qui a donné depuis maintenant un nombre d'années considérable, ça fait au moins une dizaine d'années, que de plus en plus il y a des objectifs de rentabilité, ou du moins de faible déficit aux hôpitaux publics. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que soutenir l'hôpital public, il va falloir faire un plan pour lancer les hôpitaux. Je suis favorable, personnellement, mais le problème c'est qu'on ne sait pas comment ça va être chiffré, comment ça va être compatible avec les engagements que nous avons pris, que la France a pris vis-à-vis notamment de la Banque centrale européenne. Et puis, bon, favoriser comment dirais-je, la distribution de médicaments. Bon, bah, ça, c'est très bien. Mais, comme vous le savez, on constate exactement l'inverse. Et donc, là aussi, on aurait aimé que le Rassemblement national nous précise ce qu'il comptait faire. Reste encore donc 3 points. Pour simplifier la vie des Français, stopper la multiplication des normes abusives qui pèsent sur les familles et les entreprises. Là aussi, c'est vraiment se moquer du monde, parce que ça s'appelle lutter contre la paperasse. Moi, depuis que je suis petit, toutes les professions de foi que j'ai vues depuis l'âge de 8 ans, il s'agit de lutter contre la paperasse. Donc on va passer sur ce sujet rapidement. Non pas que ce soit un faux sujet, mais enfin bon, il y a rien de nouveau sous le soleil. Hein. Et puis, le point numéro 7, pour réaliser des économies de bon sens, baisser le coût de l'immigration et lutter contre les grandes fraudes sociales et fiscales. Bon, très bien, baisser le coût de l'immigration, on ne saura pas davantage comment ils comptent s'y prendre, hein, de la même façon qu'on ne sait pas comment ils vont réduire drastiquement le nombre de migrants. On attend vraiment, parce qu'on attend de savoir si ceci va être compatible avec à la fois notre appartenance à la Cour européenne des droits de l'homme et aux traités européens et à l'Union européenne. De la même façon, là, baisser le coût de l'immigration, on ne sait pas exactement ce que ça signifie. Par ailleurs, il risque notamment d'y avoir des problèmes d'anticonstitutionnalité, hein, qui ont déjà été soulevés par un certain nombre d'acteurs, et notamment par le Conseil constitutionnel. Et puis donc, il est question aussi de réduire les grandes fraudes fiscales et sociales. Très bien. Je suis pour. Voilà, il faudrait réduire aussi les petites fraudes, parce que les petites rivières les petits ruisseaux font les grandes rivières, et donc il y a aussi beaucoup de petites fraudes qu'il faudrait réduire. Mais comment réduit-on les grandes fraudes fiscales, si ce n'est qu'en contrôlant les mouvements de capitaux? Parce que si on a une totale liberté des mouvements de capitaux, ben rien n'est plus facile pour des très très grandes entreprises que de faire apparaître des déficits en France, des excédents dans des paradis fiscaux, etc. Donc ça veut dire rétablir d'une façon ou d'une autre le contrôle des mouvements de capitaux. Or, c'est, comme vous le savez, le b.a.-ba de ce qui est interdit par l'Union européenne. Donc on ne sait pas exactement ce que ça signifie, plus exactement. Il est à craindre que ça se traduise par rien du tout au bout du compte. Et puis enfin, le 8e chapitre, 8e et dernière proposition, pour faire respecter les Français, défendre notre souveraineté et les intérêts de la France en Europe. Voilà. Alors là, on n'en saura pas davantage sur les questions internationales, ni sur les questions européennes, du moins d'après ce tract qui, semble-t-il, va être ce qu'il y aura au dos de toutes les professions de foi qui vont être envoyées aux électeurs. Défense des intérêts de la France en Europe. Bon, alors ça me fait penser, comme je commence à avoir un petit peu de recul sur l'histoire, ça me fait penser aux élections européennes de 1979, où il y avait la liste du RPR de l'époque, de Jacques Chirac avec Michel Debré, et qui avait lancé une liste qui s'appelait DIFE, la liste de défense des intérêts de la France en Europe. C'est exactement le même thème. Regardez un petit peu ces affiches que l'on a retrouvées, qui étaient les professions de foi de l'époque. C'est assez triste, en fait, de les regarder. Alors, qu'est-ce qu'on lisait donc sous Jacques Chirac? Eh bien, on lisait que l'Europe que De Gaulle et Pompidou ont voulu, vous savez que personnellement j'ai expliqué que De Gaulle n'avait pas du tout voulu l'Europe, qu'elle lui avait été plus ou moins imposée. Je vous renvoie à ma conférence sur qui gouverne la France. Et puis, vous voyez en premier lieu, il s'agit de savoir la place que la France aura demain
dans l'Europe et dans le monde. Il s'agit de choisir entre une France forte et prospère ou une France de la mollesse et de l'abandon. Voilà. En élisant les 81 représentants de notre pays à l'Assemblée européenne, vous engagerez l'avenir de notre peuple. Vous avez le droit, vous avez le devoir de vous montrer exigeant. Alors, vous aviez donc l'organisation de l'Europe est une nécessité. Nous sommes des partisans de l'Europe, tati-tati-tata. Mais aujourd'hui, l'Europe piétine. Aujourd'hui, donc, on est en 1979 quand même, hein. C'est-à-dire il y a 45 ans. Aucune action nouvelle n'a été définie pour les industries où l'emploi est menacé, ni pour l'énergie, ni pour les industries d'avenir, y compris l'aéronautique, ni pour la recherche. La politique agricole est elle-même atteinte, le revenu des agriculteurs baisse, c'est toujours vrai. Par le jeu des montants compensatoires, nos concurrents ils se trouvent subventionnés quand ils vendent chez nous et nos produits sont à l'inverse pénalisés. Donc ça va pas du tout. Et puis ensuite, le marché commun est menacé. Donc on apprend que sous la pression d'autres pays et pour servir les intérêts de certains États membres, le tarif extérieur commun protecteur a été mis en pièces et nos industries subissent maintenant des concurrences sauvages et des pratiques commerciales déloyales. L'Europe passoire importe du chômage. On croirait que ça a été écrit hier. Encore une fois, c'est un texte qui a quand même 45 ans d'âge. C'est plus qu'un bon Bordeaux. Et puis après, l'Europe a cessé de vouloir être elle-même, c'est-à-dire indépendante. Nos partenaires cèdent aux pressions étrangères au détriment des intérêts européens, et en particulier des nôtres. Voilà. Pensons au fameux marché aéronautique du siècle où certains de nos partenaires ont préféré un avion américain à un avion français. C'est drôle. Enfin, c'est drôle. C'est triste. C'est triste, mais c'était écrit il y a 45 ans. Ça aurait pu être écrit il y a 3 mois, puisque c'est toujours la même situation, en fait. Nous voulons une Europe bâtie sur les nations européennes. L'Europe ne s'organisera pas sur l'effacement de la France. Voilà ce qu'on pouvait lire, donc, à l'époque, en 1979, sur la défense des intérêts de la France en Europe. Et on disait d'ailleurs ensuite qu'il fallait, pour dire non au chômage, non à la politique de récession, oui à la politique d'expansion, c'était à la France de faire l'Europe, et non à l'Europe de faire la France. Et donc il y a toute une série de mesures qui, évidemment, sont restées sans suite. Voilà, donc je me permets de faire ce petit dégagement parce que, en fait, ce programme du Rassemblement national, c'est vraiment se moquer du monde, en fait. Il n'y a rien dedans, il n'y a absolument aucune mesure très précise ni concrète qui permettrait aux électeurs d'avoir un jugement éclairé, de donner, comme on dit, un consentement éclairé. On ne s'adresse pas du tout à l'intelligence des Français, ni à l'intelligence des électeurs. On s'adresse tout simplement au fait que les Français ne vont pas regarder ça. Les Français vont être mis en condition sur la tête qu'il faut voter Nutella. Donc ça va être Nutella, jour et nuit, on va nous parler du gouvernement Nutella. Et donc les Français vont aller voter Nutella. C'est aussi simple que ça. Il n'est pas nécessaire, en fait, de s'adresser à l'intelligence des gens. C'est ce que nous montre ce document. Bien entendu, si Jordan Bardella et si le Rassemblement national, avec l'aide des Républicains, arrive à ce qui est prévu, en fait, puisque les sondages commencent à claironner une victoire très importante, les Français vont avoir ce que, personnellement, je trouverais formidable comme leçon de choses. Les Français auront un gouvernement qui sera dirigé par M. Bardella, probablement, par le Rassemblement national et par les Républicains. Et, comme on disait jadis, c'est là que les Athéniens s'atteignirent, puisqu'on va voir ensuite ce que ça va donner. Voilà, on va voir comment les Français, qui croient monts et merveilles sur ce qui va arriver, d'un seul coup vont découvrir, au cours des semaines, des mois qui suivront, qu'en fait, la plupart de ces propositions, en tout cas les plus importantes, les plus significatives de ce qu'était le Rassemblement national, ne verront pas le jour. On a déjà vu ce que la presse commence à appeler pudiquement du mot de rétropédalage, puisqu'il y avait un principe de base qui avait été acté, semble-t-il, dans le programme du Rassemblement national depuis maintenant quelques mois, qui était la remise en cause de la réforme des retraites, et notamment l'augmentation à 64 ans de l'âge du départ à la retraite. Et vous avez vu que M. Bardella
a fait savoir qu'il n'en était plus vraiment question, voilà, qu'il n'était pas certain d'en reparler. Et vous avez vu d'ailleurs que dans cette profession de foi dont je viens de vous parler, il n'est à aucun moment question de la question des retraites. De la même façon, il y avait, alors ça c'était une mesure qui avait été proposée par le Rassemblement national depuis de nombreuses années, qui était la fin de la double nationalité. Et vous avez vu ce qui s'est passé. Monsieur Sébastien Chenu, dont je rappelle qu'il est l'un des vice-présidents de l'Assemblée nationale et donc membre du Rassemblement national, dont je rappelle au passage qu'il a été élu à ce poste éminent avec les voix des macronistes. Donc comme quoi les macronistes, quand ils nous disent qu'ils combattent la bête immonde, évidemment se moquent du monde, puisque c'est eux qui ont voté pour que M. Chenu devienne vice-président de l'Assemblée nationale. Eh bien, M. Chenu a dit donc... je crois que c'était hier, il a dit que le Rassemblement national voulait supprimer la double nationalité. Et puis, 10 minutes après, il a dû avoir un coup de téléphone de la patronne et qui lui a dit que ce n'était plus question, donc il a aussi rétro-pédalé. Et donc, le Rassemblement national a laissé tomber cette mesure de suppression de la double nationalité. Voilà. On trouve ça d'ailleurs dans un certain nombre d'autres domaines. Et en définitive, ce qui est intéressant dans cette profession de foi, dans ce programme du Rassemblement national, c'est outre que ce sont des généralités, c'est qu'il y a des tas de choses dont il n'est pas fait mention. Je n'ai pas vu le mot Ukraine, je n'ai pas vu le mot Russie, je n'ai pas vu le mot OTAN, je n'ai pas vu le mot guerre, je n'ai pas vu le mot élargissement, notamment aux 9 États qui sont prévus pour entrer dans l'Union européenne. Je n'ai pas vu le mot euro, c'est-à-dire que la très mauvaise santé de l'euro n'est pas évoquée du tout, alors qu'elle a un rôle absolument considérable dans la baisse du niveau de vie des Français. Je n'ai pas vu non plus le mot équilibre budgétaire ou contrainte budgétaire. Je n'ai pas vu le mot lutte contre l'endettement. Je n'ai pas vu le mot directives européennes. Je n'ai pas vu le mot rapport des grandes orientations des politiques économiques fixées par la Commission européenne. Bon, en fait, j'ai rien vu, quoi. En fait, j'ai rien vu du tout. Tout ça est fait... Voilà, c'est triste, mais enfin, si vous me suivez, vous savez quand même que ce que je dis depuis 17 ans se révèle exact. Et vous savez que nous avons tous constaté cette tristesse, avec tristesse, ce qui vient de se passer, c'est que beaucoup de gens qui nous suivent au moment de voter ont cru malin, ont cru que c'était utile de voter pour Bardella ou pour Marion Maréchal. Et puis voilà. Et maintenant, les Français, ils ont ce pourquoi ils ont voté, hein. C'est-à-dire de l'escroquerie. Ça, c'est exactement un texte d'escroquerie.